Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle formule de Radio Infocité, brochu en bref. Une question, une réponse de la part de mes invités et une réponse qui ne doit pas dépasser les 10 minutes environ. Alors, pour initier cette démarche-là, cette nouvelle façon de vous informer, j'ai avec moi en direct de Paris, M. Claude Janvier. M. Janvier, bonjour. Bonjour Carl, merci beaucoup. Merci de faire partie de l'expérimentation de cette nouvelle formule. Alors, une question, une réponse, Claude. Alors, pourquoi tous les gouvernements de la Terre ont obéi à l'OMS? Je te laisse répondre. Ça marche. Eh ben, je vais répondre très vite fait parce que, alors là, tout le monde va se dire, c'est ça la capsule? Non, mais non, ça c'est la blague à part. Alors, voilà, ce qui est intéressant, la question est intéressante parce qu'il faut vraiment comprendre pourquoi, donc justement, tous les gouvernements de la Terre ont obéi, à part peut-être un ou deux, à l'OMS. Alors, l'OMS fait figure de spécialité. En fait, tous les spécialistes, entre guillemets, de la santé, eh bien, normalement, font partie de l'OMS. Alors, évidemment, un gouvernement, lui, n'a pas spécifiquement des médecins et des spécialistes de la santé au sein de son gouvernement. Donc, il est bien évident que les gouvernements ont tendance à se dire, bon, bah, si l'OMS dit ça, eh ben oui, ça veut dire qu'ils ont raison. Et c'est là un peu le caractère très, très insidieux, parce que dans l'OMS, déjà, qui dirige l'OMS? Un certain Tedros, je ne me rappelle plus de son nom exact, Tedros c'est son prénom, qui déjà n'est pas blanc-bleu, il suffit de regarder son curriculum vitae et vous apercevrez très très vite que ce monsieur a quand même quelques casseroles déjà derrière lui. Ensuite, l'OMS, il faut comprendre que par qui est financé l'OMS? L'OMS est financé déjà par les États membres de l'ONU. Donc déjà, les États membres de l'ONU, il y a des États qui sont plus ou moins, disons, qui ont des visées plus ou moins sympathiques au niveau de la population terrestre. Ensuite, c'est financé par Bill Gates, par la fondation Bill et Melinda Gates. C'est aussi financé par la Gavi. L'OMS est financé par la Gavi, laquelle Gavi d'ailleurs a été mis sur pied, et est financée toujours par les mêmes Bill et Melinda Gates. C'est financé par le Rotary Club, c'est financé par l'UNICEF, enfin bref. Donc, si vous voulez, déjà au niveau des fonds, c'est déjà plus que suspect parce il ne peut y avoir que des conflits d'intérêts. Il faut comprendre qu'à partir du moment où les États membres et des fondations, notamment comme la fondation Gates, financent, bien évidemment qu'il ne peut y avoir que des conflits d'intérêts. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des choses un peu étranges dans l'OMS. En 2018, et là je vais vous citer un peu la citation in extenso, en 2018, donc, il y a un dénommé John Arne Rottingen, directeur exécutif du Conseil norvégien de la recherche et conseiller de l'OMS, qui s'exprime ainsi aux médias Télégraphe. Et je le cite. « L'histoire nous enseigne qu'il est probable que la prochaine grande épidémie sera quelque chose que nous n'avons pas connu auparavant. Cela peut paraître étrange d'ajouter un X, mais le but est de s'assurer que nous nous préparons et que nous planifions de manière flexible des tests de vaccins et de diagnostics. Nous voulons mettre au point des plateformes prêtes à l'emploi qui fonctionneront pour n'importe quelle maladie ou pour un large nombre de pathologies, des systèmes qui nous permettront de créer des contre-mesures rapidement. » Cette déclaration étonnante a été faite le 13 mars 2018. Je dis bien le 13 mars 2018, donc c'est un des hauts cadres de l'OMS. Et donc en 2018, il s'exprime sur une maladie X qui sera dangereuse et qui potentiellement va arriver, de toute façon arrivera et risquera d'être effectivement destructrice pour beaucoup de gens sur cette planète. Alors ça, c'est quand même étrange parce que venant d'un établissement
scientifique, qui se veut scientifique, cette déclaration est tout à fait... c'est une insulte à la science. On ne peut pas raisonner d'une manière scientifique en apportant juste une espèce d'hypothèse comme quoi une maladie X va déferler bientôt sur la planète. Pire que cela, dans ces listes blueprint, alors les listes blueprint, je vous invite à le vérifier sur Internet, ce sont des listes établies par l'OMS citant toutes les grandes maladies et les grands virus qu'il existe en ce moment sur la planète. Et donc, dans une page de cette liste blueprint, nous trouvons l'Ebola, le virus Ebola, le Marburg, le Zika, et en dessous, nous trouvons la maladie X. Donc, comment on peut inscrire dans une liste blueprint une certaine maladie X que personne ne connaît et qui déferlera probablement, mais sûrement sur la planète? Donc, c'est l'OMS ose donc épouvanter la population avec une prospective terrifiante, en fait, parce que c'est terrifiant. Quand un organisme de santé vous dit, vous savez, demain ou après-demain, vous allez avoir une maladie X qui va ravager les 3/4 de la population mondiale, il est bien évident que ça ne met pas de bonne humeur. Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'a pas mis de bonne humeur. Et je pense que c'est voulu. Ça veut dire que c'est voulu dans le sens où ça va dans le sens vraiment de terroriser les gens et de continuer à maintenir les gens dans cette espèce de chape de plomb. En mars 2020, donc au début de la crise sanitaire, hein, son directeur, donc Tedros, etc., s'exprime ainsi. Nous entrons dans une ère d'épidémie, nous entrons dans une ère de pandémie, donc on peut parler de pandémie d'épidémie ou d'épidémie de pandémie. Donc je trouve que ça commence à faire beaucoup pour une organisation soi-disant scientifique. Ça commence à faire beaucoup. Et donc, quel est le but réel derrière cela? Obliger tous les gouvernements à effectivement respecter les directives de l'OMS, et c'est certainement certain, donc rentrer dans une espèce de moule. Faut quand même, vous savez, il y a une chose assez incroyable, c'est que quand il y a eu ce délire sanitaire en début 2020, vous avez, et c'est là qu'on voit la puissance quand même de l'OMS sur les pays de la Terre. Vous avez un pays comme le Bhoutan. Alors le Bhoutan, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un petit pays qui est coincé au nord de l'Inde, entre l'Inde et l'Himalaya. Donc le Bhoutan, il doit y avoir je ne sais pas combien d'habitants, mais c'est très faible. Même le Bhoutan a confiné à l'époque. J'avais vu passer un article, ils ont un blindé ou une automotrice blindée dans ce pays. Ils l'ont mis à la frontière du pays, parce qu'il n'y en a qu'une, je pense, parce que c'est très montagneux, et a confiné. Vous dites, non, mais même le Bhoutan s'est mis à confiner. Alors là, quand même, ça montre bien la toute-puissance de l'OMS. Et l'OMS fait partie de l'ONU et fait partie de toutes ces espèces pas espèces d'ailleurs, fait partie de toutes ces organisations non gouvernementales, mais internationales. Et dont il faut se méfier parce que de toute façon, malgré ces usines à gaz, parce que j'appelle ça des usines à gaz, soi-disant mises sur pied pour aider qu'il n'y ait plus de faim dans le monde, qu'il n'y ait plus d'illettrisme, qu'il n'y ait plus de pauvres et qu'il n'y ait plus de criminalité, eh ben, faut reconnaître que malgré toutes ces usines à gaz, il y a toujours quand même 9 millions de gens qui meurent de faim chaque année dans la différence la plus générale d'ailleurs, et il y a quand même 835 millions d'individus qui souffrent de malnutrition sur la planète. Donc moi, je veux bien qu'il y a beaucoup d'usines à gaz qui soient créées comme ça, mais enfin, en tout cas, force est de constater que ces usines à gaz profitent certainement bien à leurs salariés et à leurs directeurs parce que ce sont des salaires confortables. Maintenant que cela profite à des pays, à des peuples défavorisés, j'en doute. J'en doute vraiment de plus en plus. Alors, Claude, tu me rappelles qu'effectivement, en début 2020, aux alentours du mois de mars, on était en plein début de crise, disons, sanitaire qui a terrorisé tout le monde. Moi, au Québec, je me rappelle de films qu'on montrait des Chinois mourant sur la rue en convulsions. Nous, ici au Québec, on a eu aussi le drame du couple qui a fait une croisière au Japon, où là, on a suivi les péripéties du couple,
où le bateau avait été, où les passagers devaient rester à l'intérieur parce qu'on avait décelé le virus sur ce bateau-là. Et là, on avait à tous les matins ici au Québec une des filles du couple québécois qui était sur ce bateau-là, où on se demandait si tout le monde n'allait pas mourir dans le bateau. On n'allait pas assister à véritablement un hécatombe en direct. Ça pleurait quasiment tous les matins. Et là, la peur a pogné aux gens. Et la question reste, Claude, pourquoi? Et là, on comprend toute la peur que ça a engendré. Les gouvernements semblaient être complètement désarmés face à la situation. Et là, on s'est mis à suivre les directives de l'OMS d'une façon vraiment religieuse. Et il y a certains pays qui étaient pires que d'autres. En France et au Québec, on y a goûté. Le reste du Canada également. Pourquoi tous les gouvernements de la Terre ont obéi à l'OMS? Pour conclure, Claude. Pour conclure, c'est que de la propagande. Tout à l'heure, tu fais allusion à Twitter, à ce qu'on voyait des Chinois s'effondrer dans la rue, pris de convulsions et tout. Mais tout ça, c'est que de la propagande. Ça a été monté de toutes pièces. Il faut se rendre compte que le Covid, moi je l'ai eu, hein. Je l'ai eu et mon épouse aussi, on l'a eu. On n'est pas tombé dans la rue, pris de convulsions, je sais pas quoi. C'est du pipeau. Mais c'est du pipeau, du pipeau malsain parce que ça a été vraiment fait pour terroriser la population. Et ça a fonctionné puisqu'il y a un bon nombre de gens qui se sont engouffrés dans la stratégie vaccinale sans se poser plus de questions parce que la peur et la terreur d'un virus. Un virus, vous savez, c'est très insidieux, c'est très insidieux, ça se voit pas, c'est comme les radiations, on le voit pas. On le voit pas, mais, et alors, quand Twitter, quand cette histoire de Japon, là, de croisière Japon, quand tout le monde en rajoute une couche, mais je dis tout le monde, des propagandes politiques et médiatiques, alors là, et bien évidemment, on n'en sort plus. Et ça devient un climat de terreur. Donc, pourquoi les gouvernements de la Terre ont obéi à l'OMS? Parce que je ne dis pas que l'OMS est derrière ces vidéos de Twitter, mais ce que je dis, je pense que l'OMS, effectivement, en poussant exagérément cette crise sanitaire, ainsi que certains gouvernements et certains responsables aussi, il ne faut pas les oublier, de laboratoires pharmaceutiques, parce que l'OMS, les laboratoires pharmaceutiques, ça marche ensemble. Hein. Et ben voilà, on aboutit à effectivement l'idée de pourquoi tous les gouvernements de la Terre, ou presque, ont obéi à l'OMS. Voilà. Et on a vu une fusion de ces membres-là, l'OMS, les pharmaceutiques, les gouvernements. On a vu une fusion là, où on a imposé des mesures qui sont devenues complètement délirantes. Et aujourd'hui, j'allais dans un spectacle la semaine dernière, Claude, où on était tous coude à coude, on était tous collés pour voir un spectacle de musique. Et là, je me demandais quand est-ce allait arriver la 26e vague. Je craignais. Alors, on dirait que tout est disparu de ces mesures-là, comme enchantement. Et alors, ça, on va en parler sûrement dans les prochaines capsules. C'est pas faux, c'est pas faux. Et à la fois, il faut se rendre compte aussi qu'il y a toujours des gens qui rentrent dans les pharmacies, je parle en France là, et qui demandent la 5e dose aujourd'hui. Attention. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas une majorité, mais quand même. Moi, on a une amie qui travaille dans une pharmacie, donc on est au courant. Hein. Et je veux dire, au Noël dernier, ce qui n'est pas si vieux, hein, Noël dernier, il y avait quand même des gens qui, avant Noël, rentraient dans la pharmacie, disaient, écoutez, on voudrait se faire tester parce qu'on voudrait être sûr si on peut réveillonner avec les petits-enfants. Donc, c'était des gens un peu âgés, des seniors. On voudrait être sûr de ne pas avoir le Covid, parce que blablabla. Et aujourd'hui, il y a toujours des gens qui rentrent spontanément à la pharmacie, qui, eux, ont passé le stade de la 4e dose. Hein. Ils en sont à la 5e dose. Ils demandent la 5e dose. Donc, je veux dire, on n'est pas... Enfin, c'est pas neutre. Hein. Et je vois encore des gens dans les rues, moi. Récemment, je vais quand même relativement assez souvent à Paris, puisque j'habite un peu en province. Je vois des gens masqués, hein, toujours. Hein. Alors, je dis pas que c'est une majorité d'endroits, mais je prends le train, je prends le métro. Des gens qui portent un masque, toujours. Donc, je veux dire, on est ça... Claude, tu me rappelles des souvenirs pendant ta capsule. Tu me permettras pour conclure aussi 2 mensonges qu'on nous avait livrés, entre autres, pour forcer la vaccination.
C'est-à-dire que quand on a, au bout de 6 mois, là, quand on a imposé ici au Québec la vaccination, on nous a fait vite à croire que 90% de la population était vaccinée et il en restait environ 10%. Et là, on a commencé à nous faire croire que ce 10%-là occupait davantage les urgences dans nos hôpitaux que le 90% de vaccinés sans apporter aucune preuve de ce qu'ils affirmaient à ce moment-là. Et c'est une des choses que tu me rappelles là-dedans où on a essayé de nous manipuler avec des chiffres aussi que personne peut connaître en temps réel. C'est très difficile d'avoir ça en temps réel. Juste pour dire aux gens, quand on fait un recensement de population, ça prend des semaines et des mois. Et aujourd'hui, ce que je constate, Claude, c'est qu'on nous cache complètement les effets secondaires. Qu'est-ce que c'est en train de créer? On commence à voir apparaître un peu partout des organismes, entre autres, qui veulent regrouper les témoignages pour être capable d'en faire un tout qui est compréhensible et qu'on puisse comprendre l'ampleur du phénomène qui est pas fini, hein, qui débute. Alors, à suivre, Claude. À suivre, sans problème. Ça, de toute façon, je pourrais en parler, pas de souci. Je connais quand même bien le sujet, et ayant écrit un bouquin et demi sur le sujet, enfin, co-écrit, pardon, un bouquin et demi sur le sujet. Alors, merci Claude d'avoir fait partie de cette grande première de Brochu en bref. Toi, Carl. Ce n'est qu'un début, et à toutes les fois que tu ressens le goût de venir nous exposer une capsule, tu es toujours le bienvenu. Ça marche. Écoute, Carl, un grand merci. Merci aux auditeurs, et puis à très vite. À très vite. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.